Bonjour à vous, amoureux du plateau du bien-être, et bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Octobre Rose est un mois crucial de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, visant à encourager les femmes à se faire dépister régulièrement, car un diagnostic précoce peut augmenter les chances de guérison à 90%. Vous l'aurez compris, on parle aujourd'hui du dépistage du cancer de sein dans cette émission et ce sera avec notre invité, le docteur Maï Bonbonne Bédevi. Elle est médecin anamopathologiste. C'est pas facile de... Faut manger. Ça là, faut manger la pâte. Bon, on reprend. Médecin anamopathologiste, voilà. Et elle fait également partie du club MedSundet Leaders Association. Donc, elle sera tout à l'heure avec nous sur ce plateau pour discuter du cancer du sein. Et oui, vous le savez, c'est mardi. Forcément, je suis avec mes très chers chroniqueurs. Aujourd'hui, spécialement, Charlène nous fait l'honneur d'être sur ce plateau un mardi. Charlène, je vais commencer avec toi. Bonjour. D'abord, plus 100 000 sur mon salaire. Bon, je pense que c'est rentré dans l'oreille. De qui de droit? Voilà. Ça, c'est pas mon problème. Vu que le producteur aussi est là, en tout cas. Producteur. Il va Tu remonter es l'info touché. au cas où c'est pas Voilà, tombé. voilà. En tout cas, bonjour Blandine, Bonjour. bonjour Ezekiel, Nachat, bonjour à nos Bonjour. chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravie d'être sur ce plateau avec vous et d'apporter la bonne humeur à nos chers téléspectateurs afin qu'ils passent une très bonne journée. Voilà. En tout cas, on est également ravis de t'avoir sur ce plateau. Même si J'espère que vous aujourd'hui... avez remarqué que j'ai fait chignon. Hein. Moi, je me pose des questions. C'est les cheveux naturels. Donc, fallait que je précise, c'est très important. Tu es là pour faire la pub de tes cheveux. Oui, Ah, la pub, d'accord. c'est important. Bon, tu veux me demander de virer aux cheveux naturels? Voilà, Ah, ok. vous agressez votre cure chevelure. Restez naturel. D'accord. Bon, je pense que le message est passé, en chers téléspectateurs. Bon, Nachat, bonjour. Oui, Toi, bonjour. c'est attaché de foulard. C'est pas grave. Chacun a fait ce qu'il Tout sait passe. faire. Comment te Bonjour à tous. Je portes-tu? me porte très bien. Et toi, Blandine? Ça va, avant grâce. D'accord. Ezekiel, bonjour. Bonjour ma chère. J'espère que tu te portes bien. Très très bien, merci. La mission, ça s'est bien passé à Cara. Ah oui, oui, c'est très bien passé. Et tu nous as ramené des bonnes choses. Ah oui, oui, oui. Point de suspension. Nachat, point de suspension. Il faut quitter là-bas, même c'est mieux. Charlène, bonjour. Bonjour Nachat. J'espère que tu te Oui, portes je vais bien. merci. D'accord, Dieu merci. En tout cas, Je me porte très bien également, Ok. alhamdoulilah. c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau, comme chaque mardi d'ailleurs. Ah oui, je suis pas n'importe qui. N'est-ce pas? Voyons. Alors, Ezekiel, le seul coq de la basse-cour. Tellement on va le braiser ce matin. Non, moi-même, je suis contente. Comme Est-ce chaque que- mardi. Je suis trop contente. Est-ce que c'est la peine que je précise que c'est toujours un bonheur d'être avec vous chaque matin, en tout cas chaque Ah mardi, oui, parce hein. que les mardis et puis les vendredis, je partage le plateau avec des dames. Oui. Donc voilà, comme quoi, voilà, je vais pas finir ma phrase, mais bon. Bonjour aussi aux amoureux du plateau du bien-être. J'espère que vous allez bien, que la semaine a bien débuté. Voilà, on va la continuer ensemble ici sur le plateau du bien-être. Et puis je vois que Charlène, elle est d'humeur à chercher des problèmes aux gens ce matin. hein. Moi-même, je Le jour, moi-même, je viens, je C'est- dis, je vais être calme, je ne veux pas de... c'est quoi? Je ne veux pas C'est- faire palabre. C'est C'est le jour là où vous me cherchez. c'est quoi ces accidentaires sur les salaires? C'est quoi ça? Et ça, le producteur a parlé, Charlène, donc. Tu étais Faut obligé de calmer ton- dire ça ici. Il fallait attendre une nouvelle affaire pour parler, non? Hein? Ah. Non, c'est si tu as dit, on va arrêter ça ici. Ou bien. En tout cas, très cher, Ça, c'est ça va un prendre plaisir. toute Hein. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Et aujourd'hui, c'est mardi, forcément, nous aurons droit aux informations sportives avec Ezekiel dans quelques instants. Mais avant, nous allons démarrer cette émission avec la causerie du jour. Alors, notre causerie nous dit ceci. Dois-je dire à mon partenaire combien je gagne au boulot? Une question Bang, délicate. bang, 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 Bon, bang. moi, à mon humble avis, est-ce qu'il y a un problème à ça? Dire à mon partenaire combien je gagne, est-ce qu'il y a un problème à ça? C'est généralement les hommes qui n'aiment pas hein, le dire aux femmes. Et les femmes peut-être qui remarquent qu'elles ont, genre, elles perçoivent un salaire beaucoup plus supérieur
que celui de l'homme. Voilà, sinon, bon, dire à son partenaire combien on prend, ça permet également de s'asseoir chaque fin du mois, d'établir les dépenses et voir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Et puis, il y a un certain équilibre, voilà, dans la famille. Et puis, avec ça même, tu sais combien ton homme gagne. Donc, à la fin du mois, Tu vas taxer. non, c'est vrai, il y a les teasers, mais bon, les teasers, ça s'entretient. Donc, il n'aura pas les moyens, vu qu'il sait que tu connais son salaire, il n'aura pas, il pourra pas donner de l'argent au teaser dehors, quoi. Donc, tout ce qu'il gagne, ça revient à la maison parce qu'il sait que madame sait. Voilà. Donc, moi, je pense que... Tu connais le garçon. Non. Il va, non, si on établit qui fait quoi, qui ne fait pas quoi, je sais à peu près combien il va lui rester à la fin du mois. Donc, ça permet un peu de contrôler mon homme, quoi. Voilà. Mais Bon, ça, c'est- tu vas prendre ceux de la teaser et puis dans. Ah. Non, Ça, c'est quand il te dit la vérité en plus sur ce qu'il gagne. Hein. Non, il me montre son bulletin Ah, de le paie. paie. Ah. Non, toi Je aussi. peux pas la Quand payer. même, hein, nous avons fréquenté là. Ah. On a, voilà On quoi, peut tout dans le falsifier Congo aussi, non, hein. il faut Il y laisser a ça. cette possibilité. Ce qui est sûr, même s'il falsifie, Mm. je vais savoir. Ah, peu importe le temps, ça va prendre. Bon, moi, je pense que ça là, il n'y a même pas de problème. Mais ça là, même là, les hommes, c'est vous qui êtes compliqués. Sinon, ça là, bon, il n'y a pas de problème. Bon, moi, premièrement, j'ai dit premièrement que c'est une question délicate parce qu'on le sait très bien. Chaque relation est unique hein, et vous voyez comment vous allez définir vos objectifs et tout. Pour moi, il y a un petit problème parce qu'il y a certains partenaires déjà qui jalousent peut-être à ce que leurs femmes perçoivent à la fin du mois. Et dans ce cas, je me demande si par exemple la femme dit à son homme, je perçois par exemple 300 000 ou 200 000 par mois, comment est-ce que l'homme en question va agir? Parce que bon, il faut le dire sincèrement, il y a certains hommes qui disent, ah, toi tu reçois par mois 300 ou 200 000, alors que moi je prends peut-être par mois 50 ou 60 000 déjà. Quelle sera l'atmosphère ou l'environnement de leur relation déjà? Maintenant, peut-être qu'à la base, vous allez discuter ensemble, comme Charlène l'a dit, vous allez dire, bon, toi tu fais tel besoin, toi tu donnes ceci par mois. C'est un truc de 50-50, quoi, si on peut le dire. Et c'est vrai que, bon, c'est pas dans toutes les relations qu'on va retrouver cela, mais quand même, n'empêche, il faut discuter ensemble pour pouvoir voir les choses. Mais en tout cas, ça dépend de votre choix. Vous avez la possibilité de dire à votre mari que c'est comme ça, je prends par mois. Le mari, bon, voyons, voici, le mari va dire la vérité. Ou en retour, il dira, moi, je prends telle somme par mois. Donc, moi, je pense que c'est un peu délicat. Bon, d'autres décident de dire la vérité juste pour peut-être une transparence totale. Ça dépend. Mais d'autres préfèrent se taire, non seulement pour mentir à son mari, mais la personne va se dire, bon, si j'ai dit à mon mari, je perçois telle somme par mois, comment est-ce que la personne va réagir tout ça? Moi, je pense que Nachat vient de dire que l'homme peut être jaloux si la femme prend plus que lui. Un homme qui est jaloux parce que tu perçois ton salaire est plus élevé que le sien, c'est qu'il ne t'aime pas vraiment. Comment est-ce que ça moi... existe. Oui, c'est pour dire que voilà, la personne ne t'aime pas. On peut dire c'est Non, c'est vice-versa ça, moi, aussi. je pense que Parce c'est pas que- une question de... enfin, s'il aime ou pas, en fait. Moi, je me dis, on sait tous que quand on se marie, la forte responsabilité, la lourde responsabilité revient à l'homme. Oh. Donc déjà, il va se sentir Non, inférieur à ça- la femme. Il va se dire que parce que sa femme perçoit plus que lui, parce que sa femme dépense plus que lui, peut-être pour la gestion Ça, de la maison. c'est une mentalité ancienne. Les choses ont évolué aujourd'hui. Ouais, on voit. Genre, la femme peut percevoir plus que l'homme. Et la femme peut faire 70%, l'homme 30%. Ça dépend de, genre, l'amour qui est entre vous, quoi. Bon, je vois pas là où il y a le problème. Hein. Que la femme perçoive plus que l'homme. Quelle histoire de jalousie. Bon, c'est une mentalité Sinon, par moi, j'ai ancienne. parlé d'une manière générale. Oui. Sinon, à mon humble avis, moi, je peux toutefois, par exemple, dire à mon mari, je reçois telle somme par mois. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ok, le seul coq de la basse-cour. Parce qu'il y a un thé. Il n'y aura pas Jacques pour t'aider aujourd'hui. Comme ça, vous avez- Il faut bien parler. Moi, je me demande sur quelle base est-ce que on devrait communiquer ce qu'on gagne au boulot à son partenaire ou à sa partenaire. C'est sur quelle base? C'est sur une base de confiance? C'est sur une base de planification?
Est-ce que c'est sur une base de quoi? De vérification? Je sais pas. Je me le demande. Parce que il faut qu'il y ait c'est-à-dire un objectif dans le fait de communiquer, de se communiquer mutuellement ce qu'on gagne au boulot. Si c'est pour planifier les dépenses à la maison, je suis plus ou moins d'accord. Parce que c'est vrai qu'on dit que la plupart du temps, c'est l'homme qui fait pratiquement tout, mais c'est mieux si la femme participe, on est d'accord. Si c'est sur une base de confiance où peut-être que vous avez des comptes en commun parce que des couples le font, hein, des couples ont des comptes en commun. Et donc l'argent qui est dépensé sur le compte est fait par les deux parce qu'ils sont les deux administrateurs du compte. Oui, je comprends parce que on sait combien rentre du côté de l'homme à chaque fois à la fin du mois et combien rentre du côté de la femme à chaque fois. Donc on sait approximativement ce qu'on a sur le compte commun et on sait comment dépenser cet argent-là. Maintenant, si c'est pour des futilités comme le fait que c'est pour contrôler l'amour, pour savoir si l'homme dépense dehors ou pas, je pense que c'est inutile de faire ça alors parce que ça c'est juste pour briser un peu les bases du couple qui sont déjà établies. Maintenant, après, moi je pense que pour des raisons que j'ai évoquées premièrement, c'est-à-dire que planifier les dépenses à la maison, planifier, organiser la maison, tout ça, d'accord, je suis complètement d'accord aussi les deux personnes, les deux parties ont un compte en commun qu'ils gèrent ensemble, je suis d'accord aussi. C'est vrai que ça aussi ça entraîne d'autres comment dit-on, démarches administratives parce que c'est un couple marié, tout ça, mais je pense que mis à part ça, ça ne sert à rien, absolument à rien de se communiquer les salaires ou ce qu'on gagne au boulot. D'autant plus que aujourd'hui, lorsqu'on sait simplement la profession de la personne, on a une idée approximative de ce que la personne peut gagner, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Moi, je connais un couple comme ça, de ma famille, où les deux ont des boulots très bien, mais on sait pertinemment que la femme gagne plus que l'homme. L'homme n'a pas un boulot qui paye, voilà, des miettes, hein. C'est un très bon boulot aussi qui paye très très bien, mais on sait très bien que la femme gagne beaucoup plus. Et ça n'a jamais été un problème dans le couple, et de ce que je sais, ils ne se sont pas communiqués leur salaire parce qu'ils savent pertinemment combien, parce que c'est pratiquement aussi le même domaine, c'est un peu affilié, les domaines sont affiliés, et donc ils savent presque ce que l'homme et la femme peuvent, les deux savent quoi, mais voilà quoi, c'est pas comme un jeu, mais c'est comme un jeu, on sait, je sais très bien, donc pas besoin qu'on se dise quoi que ce soit, tu vois, voilà, donc c'est ça. Moi je pense que c'est beaucoup mieux quand on garde une idée approximative et qu'on essaie de gérer au jour le jour, en tout cas pour moi, tant qu'il n'y a pas de problème de gestion financière dans le foyer, on n'a pas besoin d'aller chercher à savoir combien son homme gagne ou combien sa femme gagne. C'est-à-dire que l'argent est géré de telle manière à ce que rien ne manque à la maison, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, pour moi, il n'y a pas besoin de faire ça. Et le seul cas où je dis qu'il faut peut-être le faire, c'est parce que justement, il y a un compte en commun où la maison est mal gérée. Donc, c'est mon avis par rapport à ce sujet. Je pense pas que c'est nécessaire de dire à son... Surtout quand vous êtes entrepreneur, c'est compliqué. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez communiquer à chaque fois vos bénéfices à votre femme, si vous avez une femme qui a les yeux plus gros que le monde, vous allez avoir des problèmes, vous allez faire faillite. Vous voyez? Si c'est entrepreneur, tout le monde comprend. Ça peut varier. Il y a des moments où les choses marchent. D'autres moments, ça ne marche pas. Donc là, on peut comprendre. Justement. Je ne peux pas être avec un homme qui ne me communique pas son salaire. Et moi, je dois aller faire des recherches pour savoir approximativement ce qu'on gagne. Justement, ici, lorsqu'il est entrepreneur, ce sont ces bénéfices, en fait, qui font office de salaire chaque mois. Donc, ça veut dire que si, pendant un mois, il te dit que, par exemple, qu'il est entre 400 et 500 000 de bénéfices par mois, par exemple, et qu'à un mois, les dépenses, enfin, il n'a pas fait autant, automatiquement, c'est là qu'il est entrepreneur, tu veux comprendre ça. Oui, c'est ce que je dis. Quand la personne est entrepreneur, ça, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. C'est la même chose que quand il est DG, quand il est secrétaire de direction, quand il est assistant médical, je sais pas quoi. Moi, d'aller faire recherche pour savoir approximativement. C'est la même chose. Non, ça, c'est... Il y a une grille qui existe pour ça et tout le monde peut avoir accès à cette grille-là. Donc, moi, je pense que c'est un faux problème. C'est un faux problème. Si la maison est mal gérée, c'est évident que la femme demande à savoir ce qui est fait avec l'argent. Ça, je suis d'accord. Mais tant que tout est en place, je ne vois pas pourquoi on viendrait bousculer l'équilibre du couple en demandant
combien le salaire Tu penses que tu vas être avec un homme, la maison est mal gérée, maintenant tu vas aller lui demander des comptes par rapport à ce qu'il gagne à la fin du mois. Oui. Et il pourra te dire, il pourra te lister tout ce qu'il fait avec son argent, tout ce... Ça dépend des bases de votre relation. Ça dépend des bases de votre relation. Si votre relation est basée uniquement sur l'aspect financier, je suis désolé. Il faut la transparence totale. C'est pas affaire financière ou tout ça. La transparence totale dans le couple. Si votre relation est basée sur l'aspect financier, je suis désolé. Vous serez toujours avec le fait que votre homme ne soit pas à la hauteur financièrement. On ne parle pas d'aspect financier. Je vous dis on parle de la transparence dans le couple. Donc, est-ce que ça passe pas à savoir ce qu'il gagne au boulot? Oui. Non, pour moi, non. Si. Pour moi, non. Chez moi, pas du tout. En tout cas, moi je comprends. Avant de venir sur ce plateau, parce que je savais qu'il y aurait franchement des divergences par rapport aux réponses, j'ai demandé l'avis d'un juriste. Parce que dans ce genre de situation, généralement, on se rend à la justice. On va avoir un pour trancher l'affaire. C'est très crucial. Ça rentre dans la gestion financière. Ça rentre dans la gestion financière parce que on parle de combien on gagne. Parce que je sais que ça serait le vrai nœud du problème, parce que c'est la gestion financière qui peut entraîner ce genre de truc. Moi-même, je gère ça à la maison. Avec la complicité de M. Apollinaire, nous allons ensemble lire les réponses du juriste. D'accord. Voilà. Il dit, la loi oblige les époux à contribuer selon leurs facultés respectives aux charges du ménage. Partant de cette règle, il est recommandé de déclarer ses revenus afin de permettre à l'autre conjoint d'apprécier vos facultés constructives. Contributives, pardon. Et il poursuit. Ça, c'est sa première réponse. Il poursuit en disant non. Il y a une autre image. Je pense que il convient de même de préciser que contribuer aux charges du ménage n'est pas qu'une question financière. Moi déjà, il y a une précision qui m'interpelle. Ici, on parle de partenaire et il parle d'époux. Il parle d'époux, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que vous pouvez être partenaire sans être marié. On est d'accord? En fait, le sujet c'est quoi? C'est déjà dans le foyer. Voilà. C'est de ça nous parlons. Soyons précis. C'est marié en fait. Soyons précis. Soyons déjà. Parce que moi je lis partenaire. Si je sors avec un gars, il n'y a rien d'officiel entre vous. Je suis un homme pour qui les détails importent beaucoup. Je suis désolé. On va poursuivre. L'avis du juriste, il dit, il convient tout de même de préciser que contribuer aux charges du ménage n'est pas qu'une question financière. Un conjoint qui n'a pas de revenus peut contribuer de son temps. Généralement, ce sont les femmes au foyer. Voilà. Il continue ensuite en disant, si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, l'autre époux peut demander au juge par requête l'autorisation de saisir arrêté et toucher dans la proportion de ses besoins tout ou partie des revenus de son conjoint, de ceux qu'il perçoit, en vertu du régime matrimonial, des produits de son travail ou de toute autre somme qui lui sont dues par les tiers. Voilà qui est clair. Ça là, c'est juridiquement parlant. Ça là, c'est juridiquement parlant. Je vous la réalité. On se connaît. Blandine, dites-moi, combien, que ce soit au Togo, bon ok, c'est vrai qu'au Togo, combien au Togo ici connaissent cette règle, savent qui sont capables de demander cette requête-là dont le juriste a parlé. Combien? Tu es en train de nous envoyer des balles perdues. De deux. Oui, ce sont des balles perdues, clairement. Clairement. Ok, si les gens ne connaissent pas, c'est l'opportunité de toi à moi.
est-ce que tu serais d'accord Oui. qu'une personne qui contribue de son temps, parce que toi, tu le passes au boulot, tu es la femme et tu le passes au boulot, et qu'un homme qui est à la maison exige de savoir ce que tu gagnes à la maison parce que c'est toi qui ramène de l'argent à la maison et que lui, il contribue son temps à la maison. Là, c'est un autre débat. Quel autre débat? C'est le débat. C'est le débat parce que je vous confronte. Je te confronte à la loi et je te confronte à la loi et à la réalité. A bien précisé que c'est généralement les femmes. Pourquoi toi tu es un homme, tu vas être à la maison? Parce que tu as été licencié ou quoi? Ou bien, En tout cas, tu vas pas être Moi, je pense que là, on ne va pas comparer la loi à la réalité. Je pense que... C'est ce que je dis. Oui. C'est ce que je dis. Il y a la loi et il y a la réalité. C'est vrai qu'il n'y a pas ça ici, pas forcément autour, C'est mais deux peut-être que choses dans différentes. Je certains suis pays désolé. africains. laisser ça. Et puis bon, faut pas savoir Ezekiel. quand est-ce qu'il faut Charlène, appliquer. tu n'as Mais pas lorsque- raison. Tu connais cette loi avant? Je pense Oh, que pardon. là, S'il dans te ce plaît, cas, s'il s'il te faut plaît, appliquer s'il te cette plaît. loi, je pense que c'est S'il te quand il y a plaît. un problème, Oui. lorsque vous allez voir le juriste, là, bon, on va appliquer la loi tout simplement. Moi, je le dis depuis. Mais quand c'est ce même, que je pour dis. le moment, même si les gens ne sont pas au courant, déjà, vous venez d'apprendre qu'il y a des lois qui Depuis, je le dis, existent c'est au parce Togo, qu'il y aura des un textes. problème de gestion financière Est-ce que- qu'on va en arriver là. Sinon, au cas contraire, je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'on fasse ça. Non et non. Oui, On sur ce point, je suis d'accord. va évoluer. Je pense que nos chers téléspectateurs auront compris le message de ce matin. Le thème dit ceci: dois-je dire à mon partenaire combien je gagne au boulot? Je pense que dans un couple, si vous êtes mariés, surtout légalement, c'est normal que vous communiquiez ce que vous gagnez à votre partenaire afin que ce partenaire-là puisse savoir. Légalement, hein. Voilà, c'est Légalement. très important. Simple. Ça, c'est du côté de la loi. Et si ce n'est pas fait, forcément, la personne qui n'est pas... Et surtout, s'il y a un problème, je pense que la personne qui est face à ces genres de situations peut se rendre vers un juge pour pouvoir trancher l'affaire. J'aimerais On bien, va te dire, tu as convoqué ton mari. j'aimerais bien savoir On n'a qu'à statistiquement convoquer. parlant. On n'a qu'à dire ça. J'aimerais Tu bien vois. savoir statistiquement combien de couples le font, hein, sincèrement. Bon, J'aimerais on bien On dit savoir. c'est ce qui doit être fait normalement. C'est ce qui doit être fait. C'est Je tout, pense mon frère. Et je vous qu'aujourd'hui, dis ce qu'il y a problème... ce qui est normal et il y a la réalité. Ce faut problème, laisser. est d'actualité, c'est un problème très crucial. C'est pourquoi on a ramené le débat, c'est pourquoi on a ramené le sujet. Je pense que aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas informées de la chose sont informées de ça. Vous savez que la loi vous protège. C'est ça, la loi vous protège. Quand ça ne va pas, quand il ne donne rien, quand elle ne donne rien, quand elle ne contribue pas, quand tout va mal dans le foyer, vous avez l'opportunité de vous rendre en justice pour pouvoir régler l'affaire. Mais quand il Voilà, faut aussi ajouter quand vous êtes marié légalement aussi, hein, parce que c'est pas simple là, à faire de relation entre vous là. Vous poursuivez comme en tout cas, vous allez attaquer l'homme en Merci à question. tous pour vos avis. Nous allons marquer une pause. On a besoin de souffler un peu, puis on revient juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse.
M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau dans cette émission et nous allons poursuivre avec l'info du jour. Le Rwanda a reçu 700 doses d'un vaccin en évaluation du Sabin Vaccine Institute qui seront administrées en priorité aux travailleurs de la santé et aux personnes en contact avec des cas confirmés. C'est un reportage de nos confrères de Africa News. Les autorités sanitaires rwandaises ont déployé ce dimanche un vaccin à l'essai contre la fièvre hémorragique de Marburg, alors que le pays fait face à une épidémie ayant causé 12 décès. Le Rwanda a reçu 700 doses d'un vaccin en évaluation du Sabin Vaccine Institute qui seront administrées en priorité aux travailleurs de la santé et aux personnes en contact avec des cas confirmés. La vaccination démarre en ciblant les personnes les plus à risque, les plus exposées. Il s'agit du personnel soignant, travaillant dans les centres de traitement, les hôpitaux, les unités de soins intensifs et les urgences, mais aussi les proches des cas confirmés. Comme pour le virus Ebola, le virus de Marburg serait originaire des chauves-souris frugivores et se propage entre les individus par contact étroit avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec des surfaces contaminées telles que des draps de lit. En l'absence de traitement, le virus peut être fatal. Je me suis inquiétée dès que j'en ai entendu parler. Il a été annoncé que 90% des patients atteints de la maladie de Marburg meurent, ce qui signifie que 9 patients sur les 10 cas confirmés vont mourir. Dans notre travail, nous ne pouvons pas établir de distance entre nous et nos clients. Nous sommes parvenus à éviter le Covid-19 en prenant certaines mesures, comme retirer les lunettes des casques, pour permettre à nos clients de respirer. J'ai vraiment peur que nous soyons les premiers à être contraints d'arrêter de travailler. Le Rwanda a exclu la mise en place d'un confinement pour lutter contre le virus, mais a appelé à éviter tout contact corporel. La plupart des personnes ayant contracté la maladie sont des professionnels de santé, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Voilà, c'était donc tout pour l'information de ce matin. Nous allons poursuivre avec InfoSport. Voilà pour les amoureux du sport. Ezekiel est là. Il est revenu en forme avec beaucoup d'informations sportives pour nous ce matin. Ah, je sais, ça va trop te laisser. Beaucoup, je ne dirais pas tant. Mais oui, on va parler de quelques actualités sportives. On va commencer avec le Marathon qui s'est déroulé. Je vous avais dit qu'il y aura le Marathon du 7 au 6 octobre. Oui. Donc voilà, le Marathon s'est très bien déroulé. Plutôt pas mal pour les éperviers du Togo qui étaient du côté d'Abidjan, qui ont réalisé une belle phase de poule avec 2 victoires et une défaite qui ont qualifié pour les quarts de finale, qui ont battu le Brésil 4-0. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand même. Brésil, le pays même du Maracana. Quand même quoi, 4-0.
Voilà. Genre, depuis, je dors bien. On les a pas battus, je vais changer le thème, on les a écrasés. Voilà. Soyez un petit. On les a torturés. Mais malheureusement, en demi-finale, hein, on est tombé sur voilà, un peu plus fort Plus coriace que nous. un Hein. peu plus fort que nous, hein, Oui. qui nous ont éliminés, hein, notamment le Bénin qui a battu le Togo dans Venez ici, là. dans les tirs au but, hein, 3-2. Donc c'était un match très valeureux de la part des Togolais. Voilà, sur un score de 4-4 si je ne me trompe pas, et qui sont allés au tir au but. Donc le Togo a perdu au tir au but. Ça, c'est un peu le coup de la chance. Hein, donc on peut mettre ça sur le dos de la chance facilement. Donc on a perdu 3-2 pardon, au tir au but. Donc, mais le Togo a quand même remporté sa médaille d'argent, enfin, 3e place. Donc en battant le Canada 4-5. Voilà, c'est 4-5 le Togo est donc 3e de cette Coupe du Monde, de cette première Coupe du Monde de Maracana. Donc voilà, c'est quand même une très très belle performance de la part des Togolais. On leur a montré que petit poteau là, c'est chez nous. Félicitations, Voilà. congratulations, Et donc gars. le vainqueur de ce tournoi, c'est bien, c'est la Côte d'Ivoire qui a Oui. battu le Bénin en finale 3-0. Ils Donc, sont partis voir ça là-bas. voilà, donc Ils pensaient qu'ils nous ont fait mal. C'est ça. donc le pays Le karma. organisateur, le pays organisateur, Doucement, là. après avoir organisé la CAN et l'avoir remporté, ils ont organisé le Mara Mondé. Donc ils ont aussi gagné cette compétition aussi du Mara Monde. Donc la Côte d'Ivoire est la première équipe championne du monde de Mara Monde dans l'histoire de ce sport-là. Donc voilà, à l'image, voilà le trophée brandi par les joueurs de la Côte d'Ivoire que vous avez à l'écran. En tout cas, se sont décidés, les Voilà, Ivoiriens ouais, là maintenant. ils sont bons, on peut le dire, il faut être honnête pour le reconnaître, ils sont très très bons au football, donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, parlons un peu des grands championnats. Vous savez, juste avant la trêve comme ça, on a des matchs un peu nonchalants, des joueurs qui ne veulent pas trop jouer, qui sont un peu lents à la détente parce qu'on ne veut pas se blesser avant de partir en sélection. J'en viens pour la sélection, on va parler du Togo. Mais avant, il faut savoir que voilà, les championnats se sont déroulés. Il y a eu des accrochages pour quelques grosses équipes, notamment le Paris Saint-Germain qui n'a pas fait mieux qu'un match nul contre Nice, ou encore le Bayern de Munich qui a fait un 3 buts partout avec l'Eintracht Francfort, donc qui ont procédé par contre et qui ont marqué 3 buts au Bayern de Munich. Il y a aussi voilà, du côté de l'Espagne, le Barça et le Real qui se sont imposés respectivement 3 buts et 2 buts à 0. Donc voilà, au niveau de l'Espagne, c'est pratiquement le même classement. Liverpool aussi qui s'est imposé en Angleterre 1 but à 0 face à leur adversaire qui garde justement la tête du classement. Donc voilà, c'est un peu le petit récap qu'on peut faire par rapport au grand championnat. Pas grand chose à dire par rapport à ces championnats. Là, pas de surprise, sauf en Italie, on a eu beaucoup de coups d'éclat du côté des gardiens, un peu en Espagne aussi, où dans un match, un joueur qui est gardien de but, qui n'a plus joué depuis pratiquement un an, qui est revenu cette saison avec la Fiorentina, qui a arrêté 2 pénaltys dans le même match, donc voilà, qui a sauvé son équipe. Donc ces 3 pénaltys ont arrêté en tout dans ce match-là parce que le gardien du Milan s'est aussi arrêté un autre pénalty, donc 3 pénaltys en tout, stoppés dans ce match par les gardiens, une grosse performance. Et dans un autre match en Espagne où on a eu 3 pénaltys arrêtés par un même gardien, donc voilà, dans cette journée-là qui a permis à son équipe de s'imposer 2 buts à 1. Donc voilà, c'est un peu les faits de match un peu importants qu'on peut rappeler en ce qui concerne les grands championnats, en cette dernière journée de championnat qu'on a eu à avoir sur nos écrans. Parlons maintenant de nous, du Togo, de la qualification CAN Maroc 2025, où nous allons affronter l'Algérie. Pourquoi tu le dis avec un sourire? Je le dis avec un sourire parce que nous allons... Tu veux rejoindre Jacques, ça? Parce que nous allons affronter les meilleurs de la poule, tout simplement. La meilleure équipe, peut-être l'une des meilleures équipes d'Afrique, voilà, actuellement, donc l'Algérie. Nous allons nous déplacer d'abord ce jeudi, voilà, à Alger, où nous allons disputer un match, voilà, contre l'équipe d'Algérie. Donc on espère vraiment faire un résultat, juste faire un résultat. On espère faire un résultat parce que l'Algérie, c'est pas très facile à battre aujourd'hui. C'est une équipe très très complète, une équipe qui revit après le retour de leur sélectionneur Petkovic. Donc voilà, c'est une équipe qui va être très difficile à battre, il faut être honnête pour le reconnaître, mais voilà, je pense que le Togo va se déplacer dans l'espoir de pouvoir obtenir le résultat. Et après, nous aurons le match retour ici à Lomé, au stade de Kégué. Donc le Togo va accueillir l'Algérie le lundi prochain, lundi 14 prochain. Donc le Togo va accueillir l'Algérie ici au Togo. Et bien, on espère aussi avoir faire un résultat chez nous. Peut-être que l'Algérie va s'effondrer un peu sous la chaleur du stade de Kégué.
guégué, hein, parce qu'aujourd'hui, on sait que à chaque match maintenant, des éperviers, le stade est plein à craquer. Et donc, on espère qu'ils vont couler un peu sous l'effet de la pression et que nous pourrons peut-être obtenir un résultat. Donc, les 2 rendez-vous sont pris jeudi, match à Alger, du Togo face à l'Algérie, et lundi, match du Togo face à l'Algérie, ici à Lomé, au stade de Guégué. En tout cas, l'équipe nationale. Il faut dire qu'arrivé à un moment donné, on avait un peu perdu espoir, mais depuis un moment, l'espoir est là, quoi. Et puis... Non, il faut dire que même si on n'a pas eu de très bons résultats, de nuls, hein, après l'arrivée de Nibombé Daré, il faut noter que c'est quand même une équipe on sent qu'il y a un plan de jeu, on sent qu'il y a un système de jeu qui est mis en place. C'est pas encore bien rodé parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble, mais je pense qu'au fur et à mesure, hein, on va avoir une équipe togolaise beaucoup plus intéressante que peut-être les années dernières, et pourquoi pas espérer aller à la CAN 2025. Hein. Inch'Allah. Et ce sera donc tout pour les informations sportives de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir tout de suite après avec notre invité du jour. Pour réussir tes projets, construire ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. Ne vois-tu pas que des maladies ont enterré. Tu consommes trop d'alcool, des fausses de cholestérol. Celui qui mène une telle vie devient étudiant pour la mort. Non, accepte le dépistage, accepte l'esclavage. Lève ton bas à l'ensemble, demande un bilan complet. Peut-être pas de la cigarette, intoxique tes problèmes. Hypertension et diabète tueront tous tes systèmes. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. On aime seulement dépenser que pour faire de grandes fêtes. Examens et médicaments sont des dépenses que l'on rejette. On devient très vite radin. Pour payer des ordonnances, t'auras pas une bonne santé si tu ne prends pas soin de ton corps. Donc mets-toi à faire le sport. C'est comme ça que tu protèges. Investis dans ta santé comme tu le veux pour tes projets. Le mal en silence détruit. T'es vivant pour faire des projets. Ta vision ne s'accomplira pas avec une santé en rabais. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. La santé est bonheur, la santé est magique. Ah mon ami, prends soin de ta santé. Fais tous tes bilans, tu réaliseras tes projets. Oh, tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. On fait mot qui s'embrouille. La santé est bonheur, la santé est magique. Ah mon ami, prends soin de ta santé. Fais tous tes bilans, tu réaliseras tes projets. Oh, réussis tes projets. Prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé.
dans le silence détruit. T'es vivant comme des projets. Ta vision ne s'accomplira pas avec une santé en rabais. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. La santé est magique. Ah mon ami, prends soin de ta santé. Fais tous tes bilans, tu réaliseras tes projets. Oh, tes projets. Prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. Sur ce plateau en compagnie de notre invité du jour, le docteur Maï Bonbonne Bédévi. Elle est médecin anatomopathologiste. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce mot aujourd'hui. Ça t'a laissé. Médecin anatomopathologiste. Et également, elle fait partie de l'association Med Students Leaders Association. En tout cas, bonjour docteur. Bonjour Blondine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était avec plaisir. Alors, nous allons commencer. C'est vrai que nous allons parler du dépistage du cancer du sein. Mais avant, nous allons avoir quelques informations sur votre association. Déjà, c'est quoi la Med Students Leaders Association? Ok. Le sigle, c'est la MLA. C'est la Med Students Leaders Association. C'est une association de jeunes professionnels de santé engagés dans la lutte contre les maladies en général, mais particulièrement dans la lutte contre les maladies non transmissibles. C'est vrai que nous sommes au Togo depuis 2016, les activités ont commencé. Et récemment, nous avons des antennes pays en France, en Italie, en Allemagne et puis au Maroc, dans le sens d'élargir un peu la portée de nos actions. Voilà. Et comme professionnels de santé au sein de l'association, nous avons des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des étudiants en médecine en pharmacie, nous avons des pharmaciens, des infirmières, des infirmiers, toutes des sages-femmes, donc tout ce qui fait santé au fait. Voilà, en quelque sorte. Ok. Alors, quelles sont vos principales activités? À la MLA, la médecine préventive est en fait l'axe sur lequel on se base, d'accord? Et on a beaucoup d'activités et les activités portent sur le dépistage des maladies non transmissibles et l'éducation en santé. Comme activité, on met beaucoup de choses en œuvre dans la lutte contre le cancer du sein. C'est l'activité vraiment phare. Mais outre ça, on fait des campagnes de dépistage de la drépanocytose. Vous savez que la drépanocytose est une maladie quand même qui fait beaucoup de rage. On peut l'éviter en faisant juste l'électrophorèse de l'hémoglobine. En connaissant ton statut, on peut éviter de faire des enfants qui vont souffrir pas tomber trop amoureuse après. Voilà. Et on fait aussi des bilans minimums. C'est vrai que par année, on devrait faire un bilan. Toute personne devait faire un bilan, mais souvent le coût est un peu élevé pour un citoyen lambda. Donc, on prend sur nous de fractionner ces bilans. Ce semestre, c'est le bilan hépatique et rénal. L'autre semaine, on part sur d'autres bilans. L'autre semestre, plutôt, on part sur d'autres bilans. Donc, on est en collaboration avec certains cliniques de la place qui nous aident dans ce sens. Comme activité encore, on peut citer l'information, l'éducation, santé de la population à travers les lives Facebook, les lives TikTok et les émissions radio, les panels de discussion dans les entreprises et tout.
et des campagnes de dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète. On essaie de parcourir l'étendue du territoire dans ce sens. En tout cas, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir comment se passe Octobre Rose chez la MLA. Et Octobre Rose à la MLA, c'est riche. Je vois déjà des vidéos circuler, je vois des liens un peu partout. Ouais, c'est riche en activités. L'activité principale en octobre chez MLA, c'est la tournée de sensibilisation. On choisit une ville sur l'étendue du territoire. Ça sera la 8e édition cette année. Et qu'est-ce que cette tournée, la tournée sert à quoi? En fait, l'objectif de la tournée, c'est de pouvoir sensibiliser directement au moins 1500 à 2000 jeunes filles et jeunes dames qui, à leur tour, pourront sensibiliser autour de 10 personnes chacun. Donc, vous voyez un peu la portée et qu'on essaye de vouloir atteindre dans la population par rapport à la lutte contre le cancer du sein. On a déjà parcouru Lomé, Kara, Atakpamé, Palimé. Et cette année, je pense que ça sera à Neho, et du 16 au 19. Donc, population d'Aneho. Ça y est, rendez-vous. Exactement, nous serons là. Hormis cette tournée, actuellement, il y a une campagne qui est en cours. La campagne de dépistage du cancer du sein. Et elle va prendre fin le vendredi 19, je crois. Le vendredi prochain, pardon. Donc, du coup, lors de cette campagne, on s'inscrit par un lien et en fonction de la clinique en partenariat avec nous qui est proche de vous, on vous indique la clinique et puis vous allez et un personnel de santé va vous examiner dans ce sens. Après la tournée, on a aussi une campagne de, comment je vais dire ça, de don de sang. Oui, parce que les femmes qui souffrent de cancer du sein, lors du traitement, se retrouvent anémiées et vraiment ont besoin de sang. Donc, on fait des campagnes de don de sang pour pouvoir mettre à disposition les poches de sang. Voilà. On a aussi la cagnotte. On a lancé une cagnotte depuis 2 ans qui nous permet de soutenir des femmes précaires atteintes de cancer du sein. Par cette occasion, je remercie nos concitoyens et puis les gens de la diaspora qui n'ont pas hésité à mettre la main à leur poche pour pouvoir venir à l'aide de ces dames-là. La cagnotte, déjà, à notre actif, a pu prendre 4 femmes entièrement atteintes de cancer du sein. Et la cagnotte est toujours ouverte parce qu'il y en a vraiment des cas précaires dans le cas. En quelque sorte. En tout cas, assez d'activités autour de la MLA. Vous savez que vous avez parlé d'Annie Roblando, si je me permets. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas partie du corps médical, sinon... Mais là, dans les milieux les plus reculés, est-ce que vous organisez des activités en dehors d'Aniro pour les populations vulnérables qui n'ont aucune notion déjà sur les maladies? Est-ce que vous organisez des activités aussi dans ce sens? Comment vous arrivez à communiquer avec, pas forcément à Aniro, mais peut-être dans un village ou bon, exemple quoi? Ok. Ce qui se passe, par exemple, quand on arrive dans une ville, on ne se situe pas qu'à cette ville. Parce qu'avant d'arriver, on fait passer l'information dans les périphéries avant d'arriver. Et lorsqu'on arrive, on arrive à atteindre ces populations dont on a besoin. C'est clair. Voilà. En tout cas, Dr Maï, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau, étant donné que c'est Octobre Rose et franchement, c'est obligatoire de parler du cancer du sein. Déjà, c'est quoi le cancer du sein? Le cancer du sein peut se définir comme une prolifération anarchique anormale qui se développe aux dépens des constituants normales du sein, et cette prolifération échappe au contrôle de l'organisme et évolue spontanément, si rien n'est fait, vers la propagation et la mort de l'individu. Je parle comme ça, c'est un peu complexe, je vais un peu détailler ça. Et c'est-à-dire, dans le sein, il y a des structures. Il y a le tissu adipeux, il y a les glandes et il y a les canaux qui font sortir le lait. Donc, toutes ces structures
peuvent être le siège d'un cancer. Donc, suite à une stimulation, une cellule, le processus s'appelle la carcinogénèse. La cellule échappe maintenant au contrôle de l'organisme. Normalement, l'organisme fonctionne en symbiose, toutes les cellules. Mais elle s'échappe, elle se met à se multiplier, elle attaque les organes voisins. À ce niveau, on est au niveau de la boule où il faut palper, le retrouver maintenant à ce niveau. Mais si rien n'est fait, il quitte le sein, la tumeur, elle quitte le sein, elle continue, elle peut aller au cerveau, elle peut aller partout où elle veut dans ton organisme et c'est ça qui va conduire au décès du patient porteur. Alors, souvent quand on parle de cancer de sein, on associe directement à la femme. C'est vrai, à la femme, à un âge donné, c'est-à-dire qu'il y a le facteur âge. Mais est-ce que le facteur genre compte aussi? Qui peut avoir le cancer du sein? C'est une femme, une jeune femme de, je sais pas, de 17 à 25 ans, en 17-25 ans peut l'avoir. Est-ce qu'un homme, je sais pas, d'un certain âge peut avoir le cancer du sein? Parce que c'est vrai, le cancer du sein est femme, mais est-ce que c'est réellement juste des femmes? Les hommes aussi ont des seins, on ne sait jamais. Merci pour la question. Je vais dire le cancer du sein peut concerner et l'homme et la femme, mais concerne plus la femme que l'homme. Donc une femme a 99% de chances de faire un cancer, un homme en a 1%. Mais quand même, ce n'est pas négligeable. Le pourcentage existe. Voilà, il existe, c'est pas zéro. La femme est en quelque sorte, il y a beaucoup de facteurs, je ne sais pas si c'est ça. La femme est plus exposée à cause des structures mammaires qu'elle a. Maintenant, chez l'homme, qu'est-ce qui se passe? Parce que après, je pense qu'on va s'attarder plus chez la femme. Je préfère mettre l'accent sur l'homme ici. L'homme, lui, n'a pas de lobule pour produire le lait, mais par contre, il a des canaux comme structure. D'accord? Donc, la palpation au niveau de l'homme va être un tout petit peu différente parce qu'il y a des hommes qui retrouvent des boules juste derrière l'aréole. Et cette partie, il faut vraiment observer. L'homme ne parle pas le sein comme la femme, mais l'homme doit faire attention à ses seins, à la recherche d'une éventuelle boule qui pousse dans son sein et consulter dans ce sens. Donc, autant la femme, autant l'homme peut faire un cancer du sein. Il n'y a pas de sexe, plus la femme que l'homme, mais les deux peuvent faire un cancer. Et dans ce cas, vous recommandez un dépistage précoce? Chez l'homme, chez les deux personnes. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, dites-nous quelle est l'importance de faire ce dépistage précoce? L'importance de faire ce dépistage précoce. Le dépistage précoce, déjà, le nom dit son nom. Son nom, oui. La tumeur, la tumeur, on l'a définie comme un cycle évolutif. Et ça évolue très rapidement. Donc, quand on voit une tumeur qui a une taille de 1 cm, quand on la retrouve chez toi, tu as de la chance puisque le traitement qu'on doit t'infliger est différent du traitement que quand la tumeur va faire 10 cm. Donc, d'abord, le coût du traitement est moindre, la chance de survie est grande et là, tu as la chance d'avoir encore tout ton sein dans le traitement. On ne peut pas peut-être te faire toute une mastectomie. On va juste faire une quadrantectomie, on enlève juste cette partie et au moins tu vas vivre longtemps. C'est ça l'intérêt du dépistage précoce. Voilà. Et à partir de quel âge on peut faire ce dépistage-là? Est-ce que déjà si une petite de 10 ans peut commencer par faire un dépistage ou attendre ses 15 ans ou carrément rentrer dans la jeunesse, peut-être 30 ans, 25 ans? D'accord. Et le dépistage, on a dit qu'il y a plusieurs moyens de dépistage d'abord. L'autopalpation, la palpation par une personne, un personnel de santé. On a l'échographie mammaire, on a la mammographie. La mammographie, c'est déjà le sein. Donc, chez un enfant qui pousse déjà les seins, qui ont les structures mammaires déjà présentes, personnellement, je conseille qu'on apprenne à cette jeune fille de connaître son sein. Quand tu connais son sein, au fur et à mesure, quand il y a un dysfonctionnement, tu sauras qu'il se passe un truc anormal dans ton sein. Donc, même quand ton enfant a 9 ans et a des seins
déjà comme du citron, tu peux commencer à la prendre, à dire, ah tiens, tu sais, entre-temps, il faut souvent palper ton sein dans ce sens. À la fin, si tu retrouves une boule, fais-moi signe. Et toi, le parent, tu l'aides au départ. Au départ, la petite, elle ne comprendra pas. Mais au fur et à mesure, en lui faisant, et parfois, il faut le faire avec, puisque tu es la mère, tu as des seins, tu le fais avec elle. Donc, ça permet à l'enfant de garder ça dans ses habitudes et elle aussi, elle pourra transmettre ça. Donc, si cette petite commence les menstrues, là, tu commences à préciser un jour. En temps, ça sera juste après les menstrues. On fait la palpation juste après les menstrues. Maintenant, pour une dame qui n'a plus ses menstruations, c'est-à-dire une dame ménopausée, elle choisit un jour du mois. Si moi, je suis ménopausée, je décide peut-être chaque premier de chaque mois, je décide de palper mes seins. Donc, tu choisis un jour où tu palpes tes seins pour surveiller voilà, ton sein. Maintenant, à partir de 35 ans à 50, on peut te prescrire une écho-mammo dans le cadre du dépistage, voir si tout va bien dans ton sein. Mais la mammographie, elle seule, c'est normalement à partir de la cinquantaine qu'on peut te faire une mammo pour dépistage. Voilà. Alors parlons de la mammographie, on sait que c'est un peu l'échographie mammaire, un peu, hein, je peux le dire comme ça, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement le processus de cette mammographie? D'accord. Comment elle se fait en fait? D'accord. D'abord, l'échographie mammaire est différente de la mammographie. Donc la mammographie, c'est comme une radiographie. D'accord, on envoie des ondes, des radiations plutôt. Pour l'écho, c'est la sonde. Donc, la radiographie, c'est la mammographie, c'est la radiographie conventionnelle du sein. D'accord. Donc, c'est un examen qui se fait dans le cadre du dépistage quand on a déjà 50 ans et plus. Mais si on n'a pas encore 50 ans et qu'on a un nodule dans le sein, on fait systématiquement l'écho-mammo, même quand tu n'as pas encore les 50 ans, pour mieux percevoir le nodule. La mammographie permet de voir même des nodules dans le sein qu'on ne peut pas palper avec la main. L'examen de mammo, ce n'est pas un examen douloureux, mais c'est un peu désagréable parce que c'est ton sein qu'on met entre deux plaques et on essaie de comprimer et puis on irradie pour pouvoir faire passer les radiations et avoir l'image. Alors vous direz que les deux sont complémentaires ou c'est plus en fonction de ce que vous avez ou au stade que vous êtes en fait? Les deux sont souvent complémentaires et parfois isolés, ça dépend de ce que tu veux faire. Dans le dépistage, quand tu as au-delà de 50 ans, ce n'est pas l'échographie qu'il te faut, c'est la mammo directe en fait. Maintenant, dans la tranche 35 à 50, quand on fait l'écho, on peut suspecter quelque chose, on le coupe à la mammo. Parce que la mammo est plus poussée, c'est l'examen le plus poussé qui pourra te donner un peu plus de précision. Mais dans le cadre du dépistage à 35 ans, on ne va pas te mettre, on ne va pas directement te faire une mammographie parce que c'est des ondes et voilà. Parlons toujours de cette mammographie. Est-ce qu'il y a une fréquence recommandée dans la prise en charge? Dans la fréquence de mammo dépistage, là, au-delà de 50 ans, oui, c'est chaque 2 ans, d'accord? Chaque 2 ans, chez une personne qui fait la mammo dépistage à partir de 50 ans. Chaque 2 ans. Chaque 2 ans, bien sûr. Alors, vous avez dit que c'était la mammo était un peu désagréable. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui peuvent survenir après ou pendant cette mammo? Ce qu'il faut dire, c'est en rapport avec les irradiations, d'accord? Le risque n'est pas zéro, puisque quand on dit irradiation, on pense cancer. Parce que les irradiations à un seuil peuvent donner le cancer. Mais l'irradiation au niveau de la mammographie est tellement minime. Vous savez que naturellement, quand on sort, on marche sous le soleil, on est irradié. Vous savez ça? Il y a des rayonnements dans la nature. Donc, un cliché de mammographie est comme tu es sorti 10 jours et marché sous le soleil. Donc, c'est négligeable par rapport à l'effet bénéfique qu'a la mammo. La mammo, il faut être en vie d'abord, en fait. Donc, c'est clair. Et la fréquence ou bien la quantité de radiation
envoyé ne va pas tout de suite te causer un cancer ou avoir un effet néfaste sur toi tout à l'heure. Donc la mammographie est plus bénéfique que la radiation qui est en train... D'où un peu aussi le temps un peu long par rapport à la fréquence, c'est-à-dire chaque 2 ans, après 50 ans. Donc ça laisse le temps de pouvoir bien... Voilà, récupérer de ce qu'on a reçu, voilà quoi. Malheureusement, c'est pour ça qu'on le met à 50 ans. Malheureusement, on ne récupère pas. Les ondes envoyées se cumulent. C'est pour ça qu'on est en espace. Si tu fais ça chaque 1 an, ça veut dire que tu le cumules un peu trop vite. C'est pour ça en espace pour moins vite cumulé, voilà, on préfère le faire. Exactement. Ok, oui. C'est compréhensible. C'est pour ça. Exact. Alors, quels sont les principaux facteurs de risque du cancer du sein? Les facteurs de risque du cancer du sein, je les sépare en deux. Il y a les modifiables et les non modifiables. On va commencer par les non modifiables. Donc, les non modifiables, c'est ceux sur lesquels on ne peut pas agir. Donc, ce facteur, on ne peut pas agir dessus. On a d'abord le genre. Tu n'as pas demandé de naître femme. Tu n'as pas le choix. Donc, le genre est un facteur de risque. Donc, la femme a plus de chances que l'homme de faire un cancer. L'âge. On ne peut pas demander au temps de s'arrêter, de continuer. Donc l'âge, à partir de plus tu grandis, plus tu as la chance de faire un cancer du sein. Hormis l'âge, on peut mettre les facteurs génétiques. C'est-à-dire dans votre famille, il y a des gènes qui ont été modifiés. C'est souvent les gènes BRCA1 ou 2. Et donc ça veut dire, toi tu as hérité de ça. Tu ne peux rien. Donc souvent les dames, dans ce cas, même à 25 ans, même à 20 ans, décident parfois de couper leur sein pour ne pas avoir... Pour éviter. Parce que, à coup sûr, sa chance est peut-être de 90 ou 99% de faire le cancer. Donc, pour ne pas avoir donné même une chance au cancer, les personnes prennent la décision de la décision n'est-elle pas trop radicale? Non, elle n'est pas... Ma foi, oui, moi, je demande votre avis de professionnel parce que... Ma foi, elle n'est pas radicale parce que le cancer, quoi qu'on dise, est une maladie imprévisible. Et tant que tu sais que tu as des prédispositions, la chance est grande. 90%, c'est pas négligeable. Mieux vaut vivre en paix, non? Que de vivre avec la peur et après souffrir de ça. Et on a aussi les facteurs, les antécédents familiaux. C'est-à-dire, ma mère ou ma grand-mère a fait un cancer de sein. Donc, je suis prédisposée à faire un cancer. D'où il faut que je me surveille vraiment. Et on a le facteur aussi sur lequel on ne peut pas agir qui est vite commencer les menstrues. J'utilise le terme comme ça, vite commencer les menstrues. C'est-à-dire, quand tu as moins de 12 ans et que tu commences tes menstruations, et ça t'expose plus à faire un cancer du sein. Parce que c'est dans le cancer du sein, il y a une hormone qu'on appelle l'oestrogène qui est vraiment mise en cause. Donc, ça t'expose à une exposition plus longue d'oestrogène. Pour une femme qui a une ménopause tardive, au-delà de 55 ans, elle aussi a une prédisposition à faire un cancer. Ça, c'est pour les facteurs non modifiables. Maintenant, dans les facteurs que nous pouvons agir dessus, on a le surpoids. On a le surpoids. D'où la nécessité de pratiquer une activité sportive. Ce que je vous dis tous les jours. Chaque matin, on dit ça ici. Tous les jours. Activité sportive. Très bien. Manger sainement. Absence d'activité physique. Donc, on a aussi la consommation excessive d'alcool et de tabac qui rentre dans les modes de vie. Il faut essayer de modérer. Doser sur l'alcool. Oui, modérer. S'il vous plaît. Doser. Surtout les dames. Même les hommes, c'est autre chose. Voilà. Mais déjà, pour les dames, c'est pas classe de voir une femme qui boit beaucoup. Donc, doser, s'il vous plaît. C'est quoi la classe, s'il vous plaît? Bon, en fait, c'est vrai que... bon, on va pas rentrer dans le débat. Merci. Je vais vous laisser continuer. Je vais vous laisser continuer. On va pas rentrer dans le débat. D'accord. Et puis, il y a, au niveau des facteurs modifiables, toujours, il y a le fait que, en prenant les contraceptifs hormonaux,
Donc, à ce niveau, quand tu prends les trucs les contraceptifs progestatifs et autres, là, surtout ceux qui contiennent de l'ostrogène, ça te prédispose plus à faire un cancer du sein. Le manque d'informations, tu es. Ouais. Ah oui, c'est important. C'est important. Surtout que c'est devenu une pilule. Ouais, ceux qui prennent les pilules du lendemain te disent bah, c'est rien. C'est devenu le petit bonbon du quartier. On gère. En tout cas, j'espère que le message est passé. Oui, oui. Ok, docteur. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur aujourd'hui de faire ce dépistage du cancer du sein, tout simplement parce qu'elles se disent, si je découvre, voilà, que j'ai le cancer du sein, comment est-ce que je vais continuer par vivre, comment est-ce que je vais arriver à gérer ça. Maintenant, pour ces personnes-là, quel conseil avez-vous à leur donner, du moins pour pouvoir les inciter à aller faire le dépistage du cancer du sein? Très tôt. D'accord, merci pour la question. Et déjà, on a dit c'est le dépistage précoce. Quand tu tombes sur un nodule dans ton sein, ça veut dire qu'il y a un processus anormal en cours. Le processus anormal est en cours, d'où il faut aller à l'hôpital pour plus d'investigation. Donc, ça peut être, avec ce nodule, on peut être en face d'une tumeur qui est bénigne. Les adénofibromes, on guérit d'un adénofibrome, pas de souci. Ça peut être aussi une tuberculose mammaire qui se fait en forme de nodule. Tu vas guérir, c'est pas forcément un cancer. Ça peut être une réaction à corps étranger dans le sein. Ça peut être beaucoup d'autres choses que le cancer. Donc, mesdames, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se faire dépister tôt. Puisque de toutes les façons, quand tu te fais dépister tôt, tu as des chances de survie. Cancer dépisté tôt égale guérison. Cancer dépisté tard égale... Moins de chance. Moins de chance. On va le dire ici. Moins de chance. Moins de chance. Je vois un mot venir là. Et je voulais rajouter en disant que moi, dans ma profession de pathologiste, et malheureusement, on tombe sur des cas de cancer de sein chez des jeunes filles de 25 ans. Parfois, tu es choqué de poser le diagnostic. Tu mets la lampe, tu te dis non, mais non, je reviens peut-être demain. Peut-être que ça va changer quelque chose. Tu regardes, ça fait mal de voir un âge de 25 ans et de mettre dessus cancer du sein. Mais pour ne pas en arriver là, on avait trouvé ça à son stade de début. Ils ont fait une petite chimio, ils ont fait une quadrantectomie. Et la petite, elle est là, elle suit son cours. Mais elle l'a dépisté tôt, à 25 ans, parce qu'elle palpait ses seins. Si elle ne palpe pas les seins, on l'aurait peut-être découvert après peut-être 2 ans, où c'est au stade en train d'avancer, avec des métastases déjà, où c'est peut-être pas trop récupérable. Donc, chères dames, le cancer ne concerne plus que les femmes âgées. Le cancer concerne et nous les jeunes, et les dames âgées aussi, mais plus les jeunes maintenant. La tendance est en train de se renverser. Il faudrait qu'on se cantonne dans le dépistage précoce par l'autopalpation. Ça fait pas mal, c'est pas douloureux. Après, il faut se faire consulter par un agent de santé, toujours dans le sens d'un bilan annuel de la femme. Et au fur et à mesure, quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu pourras tout de suite mettre fin au processus tumoral en cours. Voilà. En tout cas, le message est passé, le message est clair. Je suis sûre et certaine que nos chères téléspectatrices, surtout. Lecteurs, ils vont... Parce que les lecteurs ont rase, Les lecteurs vont transmettre l'information aux touristes qui n'ont pas pu suivre. Qui ont compris le message et que voilà, c'est clair, le dépistage précoce du cancer du sein, c'est très important. En tout cas, l'autopalpation des seins, c'est également très important. Ça nous évite de pouvoir avoir le cancer du sein
Et je pense que c'est quelque chose qui ne coûte pas, ça ne fait pas mal. On peut tout simplement le faire peut-être sous la douche, peut-être bon, où qu'on soit, même si c'est au salon, ça y va de notre santé et de notre bien-être. Donc c'est très 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 important. En tout cas, merci beaucoup, Dr Maï. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir reçu dans cette émission. Merci pour vos conseils, merci pour ces points d'éclaircissement sur ce sujet. On espère vraiment que nos chers téléspectateurs ont pu en tirer profit. Je rappelle que le Dr Maï est médecin anatomopathologiste et elle fait également partie de la Med Students Leaders Association. Exactement. Le mot là. On dit pathologiste. Bon, pathologiste. Voilà. Pas mieux. En tout cas, le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'émission. Comme vous le savez, prenez bien soin de vous et au revoir.